Alors, on y va pour les exercices du chapitre 10. Donc, dans ce premier exercice, on vous dit, dans le système solaire, 8 planètes tournent autour du Soleil sur des trajectoires circulaires. Petit a, pourquoi les planètes restent-elles en orbite autour du Soleil et ne s'échappent-elles pas dans l'espace? Eh bien, on l'a vu, on en a parlé dans l'introduction du cours. Elles restent en orbite autour du Soleil puisque la gravitation les retient. Donc, petit a, les planètes restent en orbite grâce à la gravitation. Petit b, quel nom donne-t-on à l'interaction qui s'exerce entre les planètes et le Soleil? C'est celle dont on vient de parler, c'est la gravitation universelle. C'est la gravitation universelle. Cette action est-elle réciproque? Ne s'exerce-t-elle qu'entre les astres? Alors, réciproque, ça veut dire que le Soleil attire les planètes, mais que les planètes attirent aussi le Soleil. Donc oui, elle est réciproque, première partie de la question. Et est-ce qu'elle s'exerce entre les astres, c'est-à-dire entre les étoiles, les planètes, etc. Eh bien non, on l'a vu aussi, elle s'exerce sur tout ce qui est composé de matière, tout ce qui a une masse. Donc petit c, elle est réciproque car les astres s'attirent mutuellement. Elle s'exerce sur tous les objets qui ont une masse. Alors, c'est parti pour la correction de l'exercice numéro 5. Donc, 3 élèves ont représenté la trajectoire d'un astéroïde passant près d'une planète. Quel élève a représenté correctement la trajectoire de l'astéroïde et justifie ta réponse? Alors, on sait que la gravitation, c'est une force qui est attractive, donc elle va attirer les objets l'un vers l'autre. Là, en l'occurrence, vu que la planète est grosse et l'astéroïde est petit par rapport à la planète, c'est l'astéroïde qui va être attiré vers la planète. Et donc, la seule représentation sur laquelle l'astéroïde est attiré, c'est celle de l'IA, la troisième. Donc, petit a, la gravitation est une interaction attractive, donc la bonne représentation est celle de l'IA. Deuxième question. Qu'arriverait-il si l'astéroïde passait trop près de la planète? On se souvient que dans la formule de la force de gravitation, on divise par la distance au carré. Donc, si l'astéroïde passe plus près de la planète, ça veut dire que la distance sera plus petite. On va diviser par quelque chose qui est plus petit. Donc, le résultat sera que la force de gravitation sera plus grande. L'astéroïde sera plus attiré et il risquerait de tomber sur la planète, de s'écraser. Donc petit b, si l'astéroïde passait trop près de la planète, la force de gravitation serait plus grande et l'astéroïde pourrait tomber sur la planète. Au passage, le fait que des objets soient attirés par la gravitation de la Terre et tombent sur la Terre, c'est quelque chose qui arrive très souvent. On appelle ça des météorites. Alors les astéroïdes, c'est des objets qui sont un petit peu plus gros. Les météorites, c'est des objets qui sont à proximité de la Terre et qui sont en général un petit peu plus petits. Elles sont attirées par la Terre et en entrant dans l'atmosphère, vous savez, elles brûlent, elles font des traînées qu'on voit dans le ciel la nuit. C'est ce qu'on appelle les étoiles filantes. Exercice 6, la fronde. Pour expliquer pourquoi la Lune tourne autour de la Terre, Loubiat compare le mouvement de la Lune à celui d'une fronde. Avant de lâcher la fronde, la main tire sur la ficelle pour l'empêcher de s'éloigner. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fronde? Une fronde, exactement c'est ça, c'est une balle et une ficelle, et je peux la faire tourner comme ça. Et si je la lâche, comme vous avez vu dans le cours, la balle part tourner. En quoi le mouvement de la fronde ressemble-t-il à celui de la Lune autour de la Terre? On sait que la Lune tourne autour de la Terre. Ici, la balle de la fronde tourne autour de la main. Donc dans les deux cas, elle tourne. Donc petit a, la Lune tourne autour de la Terre et la balle tourne autour de la main. Deuxième question. On vous demande quelle action exerce la main pour maintenir la fronde sur sa trajectoire.
Alors, déjà, on le voit bien, la main, elle retient la balle et la fronde, puisque si elle lâchait, elle partirait tout droit. D'accord? La main, elle ne la pousse pas vers la gauche, vers la droite, etc. Vu qu'il y a la ficelle entre la balle et la fronde, la main ne peut faire que attirer la balle vers elle. D'accord? En plus, on vous le dit dans la deuxième phrase de l'énoncé, avant de lâcher la fronde, la main tire sur la ficelle pour l'empêcher de s'éloigner. Petit b, la main attire la fronde vers elle. Et dernière question, quelle différence existe-t-il entre l'interaction main-fronde et l'interaction Terre-Lune? La différence qu'il y a, c'est que entre la Terre et la Lune, il y a du vide, alors qu'entre la main et la fronde, il y a la ficelle qui permet de retenir. On l'a déjà vu dans le cours d'ailleurs, la gravitation, c'est une interaction à distance, alors que dans le cas de la fronde, c'est une interaction de contact. L'interaction main-fronde est de contact, alors que l'interaction Terre-Lune est à distance. L'exercice 7, la pétanque. 4 élèves ont représenté les forces de gravitation s'exerçant entre une boule de pétanque et un cochonnet, dont la masse est bien plus faible. Ben oui, le cochonnet a une masse toute petite par rapport à celle de la boule de pétanque. Question. Quelle représentation est correcte et justifie ta réponse? Alors, première chose, les forces de gravitation, elles représentent une interaction entre deux objets qui agissent l'un sur l'autre et qui s'attirent. Donc première chose, les flèches doivent aller l'une vers l'autre. Donc on peut éliminer le schéma B. Deuxième chose, on a vu qu'elles s'attiraient autant l'une que l'autre, que la force de A sur B et la force de B sur A étaient égales. Et donc quand on les représente, on doit faire des flèches qui ont la même taille, vu qu'elles s'attirent l'une et l'autre de la même manière. Donc on peut éliminer aussi la C, donc il ne nous reste que la A. La bonne représentation est la A, et on n'oublie pas de justifier, puisque c'est demandé dans la question. Car la gravitation est attractive et la force exercée par A sur B est égale à la force exercée par B sur A. L'exercice 9 maintenant. On vous redonne la formule de la force de gravitation et on vous donne un exemple pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe si on multiplie ou divise la distance par 2. Et à la fin, on vous demande, à toi de rédiger, comment évolue la valeur de ces forces lorsque la masse d'un corps est multipliée par 2. Eh bien, première chose, on multiplie par la masse, que ce soit la masse de A ou la masse de B, dans les deux cas on multiplie. Donc, si on multiplie la masse par 2, on multiplie le tout par 2, et donc la force sera 2 fois plus grande. Donc, ce qu'il faut que vous écriviez, c'est, d'après la formule, on multiplie par la masse, donc si la masse est multipliée par 2, alors la force sera aussi multipliée par 2. L'exercice 10. Anaïs a réalisé le schéma ci-contre. L'échelle utilisée pour tracer le segment fléché est de 1 cm pour 1000 N. Première question, quelle force représente le segment fléché sur ce schéma? Alors, on voit que le segment fléché il part de la Terre, il va jusqu'au satellite. D'accord? Donc là, l'objet qui reçoit la force, qui subit, donc là, l'objet qui subit la force, c'est la Terre. Et c'est qui est-ce qui attire la Terre? C'est le satellite. Donc, pour la première question, petit a, la force représentée est celle exercée par le satellite sur la Terre. Vu que c'est la force du satellite sur la Terre, on peut même écrire son nom, c'est la force exercée par le satellite sur la Terre, le satellite sur Terre.
Maintenant, on vous demande de déterminer la valeur de cette force et d'expliquer votre méthode. Ici, on n'a pas de valeur numérique, on ne peut pas utiliser la formule, on ne peut pas faire le calcul. Par contre, on sait que c'est un segment fléché qui est à l'échelle. Donc on va déterminer la taille de cette flèche pour pouvoir ensuite retrouver la valeur de la force. Alors, vous allez voir l'exercice sur votre écran d'ordinateur, sur de tablette, sur une feuille que vous aurez imprimée. Donc je ne sais pas, vous allez tous mesurer des tailles de segments fléchés différentes. D'accord ? Moi, je vais prendre une longueur au hasard et vous ferez avec la distance que vous aurez mesurée. On va dire que le segment fléché fait 3,5 cm. Maintenant, pour déterminer la valeur de la force, ici, on va mettre dans un tableau de proportionnalité la force en newton et petit l, je vais l'appeler petit l pour longueur, 3,5 cm en centimètres. On fait un tableau de proportionnalité. On sait que 1000 newtons correspondent à 1 cm, c'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé ici. Et nous avons mesuré 3,5 cm. Pour trouver quelle valeur va ici, on peut déterminer le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première colonne à la deuxième colonne, ou, ça revient au même, celui qui permet de passer de la deuxième ligne à la première ligne. Pour passer de la première colonne à la deuxième colonne, on passe de 1 à 3,5, donc on multiplie par 3,5. Et pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, on passe de 1 à 1000, donc on multiplie par 1000. Dans les deux cas, on va trouver 3,5 fois 1000, 3500, ou 1000 fois 3,5, ce qui fait aussi 3500. Et donc ça, c'est la valeur de la force de gravitation exercée par le satellite sur la Terre. Donc la force de gravitation exercée par le satellite sur la Terre vaut 3500 newtons. Allons-y pour l'exercice 12. Alors, une voiture de 900 kg et un camion de 33 tonnes sont garés côte à côte. On vous dit que le camion exerce une force de gravitation d'environ 8 fois 10 puissance moins 3 newtons sur la voiture. Quelle est la valeur de la force de gravitation exercée par la voiture sur le camion? Et, encore une fois, justifie ta réponse. On l'a vu dans le cours, deux objets qui s'attirent par la gravitation s'attirent mutuellement et de la même manière. F de A sur B est égal à F de B sur A. Donc, la valeur de la force exercée par la voiture sur le camion sera aussi de 8 fois 10 puissance moins 3 newtons. Donc la voiture exerce une force de 8 fois 10 puissance moins 3 newtons sur le camion, car les objets, le camion et la voiture, mutuellement avec la même force. On peut écrire entre parenthèses que F de C sur V, avec C pour camion et V pour voiture, est égal à F de V sur C, la force de la voiture sur le camion. Ensuite, on vous demande de représenter ces forces de gravitation sur un schéma. Et pour simplifier, on vous dit que chaque véhicule sera représenté par un point. On vous donne aussi l'échelle qu'il faut utiliser, c'est-à-dire 1 cm représentera 2 fois 10 puissance moins 3 newtons. Donc je vais faire un premier point, ça on va dire que c'est le camion, c'est un deuxième point, ce sera la voiture, V. Maintenant, il faut déterminer la taille de la flèche puisqu'on vous demande de représenter ces forces à l'échelle. On sait que les forces sont de 8 fois 10 puissance moins 3 newtons et que 1 cm représente
2 fois 10 puissance moins 3 newtons. Donc, les flèches vont faire 4 cm. Si vous ne le voyez pas tout de suite, on peut faire un tableau de proportionnalité pour passer des newtons au centimètre. Et on sait que 2 fois 10 puissance moins 3 newtons sont représentés par 1 cm. Donc, combien faut-il de centimètres pour représenter la force qui est de 8 fois 10 puissance moins 3 newtons? Pour passer de cette colonne-là à cette colonne-là, on passe de 2 à 8. Le 10 puissance moins 3 ici ne change pas. Donc pour passer de 2 à 8, on a multiplié par 4. Et donc pour passer d'ici à ici, on va aussi multiplier par 4. Et donc la flèche devra faire 4 cm. Je ne peux pas tracer 4 cm, vous ne le verriez pas. Je trace la force exercée par la voiture sur le camion. Elle va bien en direction de la voiture. Et elle s'appelle force de la voiture sur le camion, donc F de V sur C. Et je vais faire bien attention à prendre la même taille pour la force exercée par le camion sur la voiture, qui celle-ci s'appelle force de camion sur voiture, donc F de C sur V. Vous, bien sûr, il faut le faire avec la règle, et les flèches ici doivent bien faire 4 cm, ce que nous avions trouvé là. Alors, pour la troisième question, on vous dit que la Terre exerce une force de gravitation d'environ 10 puissance 10 newtons sur la voiture. Compare cette force avec celle exercée par le camion sur la voiture. Alors déjà, là, il y a un petit souci parce qu'il y a une erreur dans l'énoncé. 10 puissance 10 newtons pour la force de gravitation exercée par la Terre sur la voiture, c'est pas du tout ça. On peut faire un petit calcul pour s'en rendre compte. Alors là, on ne va pas faire un calcul précis puisqu'on nous donne déjà une valeur approximative. Mais si je veux calculer la force de gravitation exercée par la Terre sur la voiture, ça revient à calculer son poids. On sait que ça va plus vite de passer par le poids. Donc, petit c, le poids de la voiture, ce serait sa masse fois petit g. Là, on va faire un calcul approximatif, j'utilise le signe environ. La masse de la voiture, c'est 900 kg, mais vu que là, je veux juste voir une approximation, je vais l'arrondir à 1000 kg parce que c'est plus simple pour le calcul. Petit g, on se souvient que c'est 9,8 Newton par kilogramme. Pareil, je vais l'arrondir et je vais le mettre à 10. La valeur sera un peu surestimée, mais ce n'est pas important ici, on veut juste savoir à peu près quelle valeur c'est. 1000 fois 10, ça fait donc environ 10 000. Et 10 000, si je le convertis en puissance de 10, ça fait 10 puissance 4 newton. Donc la valeur qu'il nous donnait de 10 puissance 10 est complètement erronée. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Dans un énoncé, il peut y avoir une erreur. Vous faites avec les valeurs que vous avez écrites dans l'énoncé. Il est toujours possible pour vous de dire sur votre copie, lors d'un examen, etc., que vous voyez qu'il y a une erreur, mais vous continuez de faire le sujet, de faire la question, parce qu'il y aura toujours des points qui seront attribués. Donc, on va faire comme si de rien n'était, et répondre à la question avec les valeurs qu'on nous donne. On fera une petite correction après avec les bonnes valeurs qu'on a. Alors, première chose, on voit qu'elles sont très différentes. Il y en a une qui fait 10 puissance 10, soit environ 10 milliards de newtons. L'autre qui fait 10 puissance moins 3, 8 fois 10 puissance moins 3, soit environ un centième de newton. Le mieux pour les comparer, c'est de savoir de combien de fois l'une est plus grande que l'autre. Pour savoir combien de fois la plus grande est plus grande que la plus petite, eh bien, il faut diviser la plus grande par la plus petite. Donc, on vous dit que la force exercée par la Terre sur la voiture est d'environ 10 puissance 10 newtons. On sait que la force exercée par le camion sur la voiture est de 8 fois 10 puissance moins 3. Si on arrondit très rapidement, c'est-à-dire la dizaine la plus proche, on aurait 10 fois 10 puissance
moins 3. 10 fois 10 puissance moins 3, on sait aussi que c'est 10 puissance moins 2. Donc je vais l'écrire directement, 10 puissance moins 2. Vous vous souvenez que lorsqu'on multiplie deux mêmes nombres qui ont des puissances, les puissances s'additionnent, mais lorsqu'on divise par ce nombre, les puissances se soustraient. Donc là, nous avons 10 puissance 10, et si je soustrais moins 2, ça fait moins 2, ce qui est égal à plus 2. D'accord? Donc 10 puissance 10 plus 2, ce qui fait 10 puissance 12. 10 puissance 12, pour qu'on voit combien ça fait environ 1000 milliards. Donc maintenant, on peut les comparer, et la force de gravitation exercée par la Terre sur la voiture est d'environ, on écrit bien environ puisque nous avons fait des arrondis, ici nous avons arrondi, et puis là on nous avait donné une valeur approximative, 1000 milliards de fois plus grande que celle exercée par le camion. Ici, nous avons donc traité la question comme l'énoncé nous le demandait. Maintenant, on va le refaire avec les vraies valeurs qui correspondent à la réalité. Donc nous avions trouvé que la force exercée par la Terre sur la voiture était de 10 000 newtons, donc 10 puissance 4. 10 puissance 4 moins 2, ça fait 10 puissance 4 moins 2. Donc, je remplace ici 4 plus 2. Ici, donc 6. 10 puissance 6, ça fait 1 million. Donc là, je raye 1 million. Donc la force de gravitation exercée par la Terre est d'environ 1 million. Deux fois plus grande que celle exercée par le camion. On reste sur quelque chose qui est beaucoup plus grand, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal. On le ressent très bien nous-mêmes. Deux objets qui sont placés l'un à côté de l'autre ne s'attirent pas par la gravitation, ou alors, c'est pas qu'ils ne s'attirent pas, mais c'est que cette force de gravitation est tellement plus faible que la force qui nous attire vers la Terre qu'on ne la perçoit même pas. D'accord? Donc c'est tout à fait normal. On commence les exercices pour aller plus loin avec l'exercice numéro 16. On vous dit qu'un satellite Météosat SG tourne autour de la Terre sur une trajectoire circulaire à 36 000 km d'altitude et que le rayon de la Terre est de 6 300 km. On vous demande de schématiser la situation et de représenter les forces de gravitation qui s'exercent entre la Terre et le satellite, donc les deux, la force exercée par la Terre sur le satellite et la force exercée par le satellite sur la Terre, en prenant comme échelle 1 cm pour 100 N. Donc il faut qu'on les représente à l'échelle. Ça sous-entend aussi qu'on va devoir faire le calcul pour savoir quelles sont les valeurs des forces de gravitation. Vous allez voir que c'est un exercice où il y a des pièges. C'est un exercice pour aller plus loin, il est un peu compliqué, donc c'est normal. Mais on va faire attention à ne pas tomber dedans. Alors, on va commencer par représenter, par schématiser la situation. On va représenter la Terre ici, avec son centre ici. On vous dit que le satellite est à une altitude de 36 000 km. Mais attention, c'est une altitude, ça c'est le premier piège. L'altitude, elle se mesure par rapport au niveau de la mer, et pas par rapport au centre de la Terre. Donc, la distance qui est ici, entre le centre de la Terre et sa surface, celle-là, on la connaît, c'est le rayon de la Terre, je l'appelle RT. Et le satellite, lui, il est beaucoup plus loin, on va dire par ici. Je vais dessiner comme ça, toujours très bien dessiné. Et cette distance-là qui sépare la surface de la Terre,
au niveau de la mer, et le satellite, ça c'est l'altitude. Très souvent, l'altitude, on la note H. Donc là, nous avons déjà représenté la situation. Maintenant, on va passer au calcul des forces qui s'exercent entre la Terre et le satellite. On se souvient que, comme toujours, la force exercée par la Terre sur le satellite, elle a la même valeur que la force exercée par le satellite sur la Terre, et que pour le calculer, on fait grand G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite, divisé par la distance qui les sépare au carré. Et donc cette distance D, la distance qui les sépare, c'est le centre de gravité du satellite jusqu'au centre de gravité de la Terre. Donc il faut bien additionner RT et H. Donc ici, D est en fait égal au rayon de la Terre plus l'altitude, RT plus H. Je vais le remplacer tout de suite dans la formule. Ici, c'est égal à RT plus H. Et du coup, c'est tout ça qui doit être au carré. Donc voilà le premier piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Maintenant, il s'agit de remplacer chaque symbole par sa valeur. Ici, on nous donne G, toujours dans la bonne unité, comme d'habitude. Ici, les masses sont données en kilogrammes, donc pas de problème. En revanche, le rayon de la Terre et l'altitude du satellite sont donnés en kilomètres. Il faut donc les convertir, puisque vous vous souvenez que les distances ici doivent être en mètres. Alors, le rayon de la Terre, on nous dit que c'est 6300 kilomètres. Vous vous souvenez, pour passer des kilomètres au mètre, c'est facile, on multiplie par 1000, ce qui fait 6 300 000, et en écriture scientifique, 6,3 fois 10 puissance 6 mètres. On convertit aussi l'altitude, qui est de 36 000 km. On multiplie toujours par 1000, ce qui fait 36 millions de mètres. Et donc, 3,6 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,6 fois 10 puissance 7 mètres. Maintenant que nous avons toutes les valeurs dans les bonnes unités, nous pouvons remplacer dans le calcul 6,67 fois 10 puissance moins 11 multiplié par la masse de la Terre, 5,97 fois 10 puissance 24 multiplié par la masse du satellite, 2010. Et on divise par RT plus H, où nous avions converti les valeurs ici. Donc, 6,3 fois 10 puissance 6 plus 3,6 fois 10 puissance 7 et le tout au carré. Et on n'oubliera pas ce carré dans la formule. Sur la calculatrice, on n'oublie pas de toujours bien mettre la barre de fraction, puis on tape le calcul. 6,67 fois 10 puissance moins 11, on redescend de la puissance, fois 5,97 fois 10 puissance 24 fois 2010. On écrit maintenant ce qu'il y a au dénominateur, donc entre parenthèses 6,3 fois 10 puissance 6 plus 3,6 fois 10 puissance 7. On descend, on ferme la parenthèse et on met bien toute la parenthèse au carré.
Et en gardant uniquement les chiffres avant la virgule, on obtient un résultat de 447 newtons. Donc les forces exercées par la Terre sur le satellite et par le satellite sur la Terre valent 447 newtons. Pour bien montrer que c'est le résultat, on va l'encadrer. Maintenant, il n'y a plus qu'à représenter ces forces sur le schéma à l'échelle. On vous demande de prendre comme échelle 1 cm pour 100 newtons. Ici, la force fait 440 newtons. Donc les flèches devront avoir une taille de 4,5 cm. Vous pouvez refaire un tableau de proportionnalité pour le retrouver. On va refaire un schéma avec la Terre ici et le satellite qui se trouve toujours là. Et les forces. Donc, la force qui part de la Terre, c'est celle exercée par le satellite sur la Terre. Donc, la force exercée par le satellite, donc 2S sur T, satellite sur Terre. Les deux forces ont la même valeur. Je vais donc les représenter. Donc, on les représente bien avec la même taille, ici. Et ici, c'est la force exercée par la Terre sur le satellite. Vous, bien sûr, sur votre feuille, la flèche doit faire 4,5 cm. Je ne peux pas faire 2 cm, vous ne verriez rien. Donc, bien faire attention au piège dans ces calculs. Quand on vous donne l'altitude, ce n'est pas la distance par rapport au centre de la Terre. Bien penser aux conversions et ne pas se tromper, être vraiment rigoureux dans la réalisation du calcul. Et c'est parti pour l'exercice 18, le voyage en fusée. On vous dit qu'une navette spatiale décolle de la Terre pour aller sur la Lune. Première question, laquelle de ces deux forces a la plus grande valeur lorsque la navette est à mi-parcours? Justifie la réponse. Lorsque la navette est à mi-parcours, la distance qui sépare la navette de la Terre et la navette de la Lune est égale, c'est à mi-parcours. La seule chose qui change dans le calcul de la force exercée par la Terre sur la navette ou par la Lune sur la navette, c'est la masse de la Terre ou la masse de la Lune. La masse de la Terre étant plus grande, la force exercée par la Terre sera plus grande aussi. Donc petit a, à mi-parcours, la force exercée par la Terre est plus grande car la masse de la Terre est plus grande elle aussi. Deuxième question. Comment évolue la valeur de la force exercée par la Terre sur la navette lorsque celle-ci s'en éloigne? Eh bien, on se souvient que dans la formule, on divise par la distance, même au carré. Donc, si la distance augmente, on va diviser par quelque chose de plus grand, donc le résultat sera plus petit. La valeur de la force exercée par la Terre diminue quand la distance augmente. On vous demande maintenant de calculer la valeur de la force de gravitation exercée par la Terre sur la navette et celle exercée par la Lune sur la navette quand elle se situe au point qu'on a appelé E. Et ensuite, on vous demandera pourquoi est-ce qu'on le qualifie de point d'équilibre. Alors, allons-y. La force exercée par la Terre sur la navette, donc je l'appelle F de T sur N, pour Terre sur navette, c'est toujours la même formule, grand G fois la masse de la Terre fois la masse de la navette divisé par la distance qui, ici, dans l'énoncé, est appelée D1. Donc, je l'appelle D1 et on n'oublie pas que cette distance est au carré. On remplace par les valeurs en faisant bien attention de ne pas oublier de convertir les distances qui sont encore données en kilomètres et qui doivent être ici en mètres. 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois
5,97 fois 10 puissance 24 fois 2,05 10 puissance 6 kg divisé par la distance qui les sépare, qui est de 346 000 km. Donc 3,46 fois 10 puissance 8 mètres. Et on n'oublie pas de bien mettre le carré pour la distance. Et on trouve comme résultat, en arrondissant à deux chiffres après la virgule, 6,82 fois 10 puissance 3 newton. On fait la même chose pour la force exercée par la Lune sur la navette lorsqu'elle est au point E. G fois, ce coup-ci c'est la masse de la Lune, fois la masse de la navette, N, et on divise par la distance qui ici est appelée D2 dans l'énoncé, et on ne dit toujours pas le carré. On écrit le calcul, 6,67 fois 10 puissance moins 11, fois la masse de la Lune qui est de 7,35 fois 10 puissance 22 fois 2,05 10 puissance 6 kg divisé par la distance D2 qui est de 38 400 km, soit 3,84 fois 10 puissance 7 mètres. Et le tout au carré. Et on obtient comme résultat, toujours en arrondissant à deux chiffres après la virgule, 6,82 fois 10 puissance 3 newton pour la force exercée par la Lune sur la navette. On voit que les deux forces exercées par la Terre sur la navette et par la Lune sur la navette, quand elles se situent au point E, sont les mêmes. C'est pour ça qu'on a appelé ce point le point d'équilibre, parce que la navette est attirée autant par la Lune que par la Terre. Équilibre, c'est-à-dire que si on la laissait là sans vitesse initiale, d'accord, sans élan, eh ben, elle resterait au milieu entre les deux. Elle n'est pas attirée plus d'un côté ni de l'autre. C'est le point d'équilibre car les forces exercées par la Terre et la Lune sont égales.